À moins de 200 km à l'ouest de Mexico, l'État du Michoacán est une zone de guerre. Un territoire stratégique pour le trafic de drogue vers les États-Unis, disputé par plusieurs groupes criminels. Si nous en empruntons les routes, c'est que l'un des cartels les plus puissants du monde, d'habitude silencieux, est exceptionnellement d'accord pour nous parler. Plusieurs voyages seront nécessaires pour finalement, en pleine nuit et à leurs conditions, pouvoir rencontrer ces hommes, membres des forces spéciales du cartel. Nous sommes le cartel de Jalisco Nouvelle Génération. Nous sommes en guerre. C'est eux ou nous. S'ils ont pour une fois accepté de parler, c'est pour délivrer un message. L'État leur aurait déclaré une guerre sans merci. Un État corrompu selon eux, allié avec d'autres groupes criminels pour éliminer le cartel de Jalisco. C'est prouvé. Le gouvernement soutient nos ennemis, les autres cartels. Les députés et les sénateurs, les présidents municipaux, le gouvernement fédéral, ils sont tous corrompus jusqu'à la moelle. Mais pourtant, depuis plusieurs mois, le gouvernement mexicain affirme qu'il fait preuve de fermeté. Oui, il a la main ferme. Mais je pose la question, main ferme contre qui? Il ne s'en prend pas aux autres cartels, il n'attaque pas nos ennemis, il n'attaque pas le cartel des Templarios, ni le cartel des Reyes ou de Tepeque. Il parle de fermeté, mais c'est seulement contre nous. Les autres cartels, il les protège. Si le cartel de Jalisco accuse ainsi le gouvernement, c'est parce que depuis des mois, il est la cible d'opérations militaires répétées. En 10 ans, il n'a cessé d'étendre son emprise pour devenir le plus puissant des cartels mexicains. Alors les autorités en ont fait leur priorité. Le 22 février 2026, elles pensent même lui donner le coup de grâce en le décapitant. Sí, tras la muerte del Mencho, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ya puso en estado de alerta máxima a la población. Son fondateur et parrain, Nemesio Oseguera Cervantes, plus connu sous le surnom d'El Mencho, vient d'être abattu par l'armée mexicaine, appuyé par le renseignement américain. La muerte del fundador y máximo líder del cártel Jalisco Nueva Generación desató una reacción inmediata y violenta de ese grupo criminal. Une partie du pays s'embrase. En quelques heures, plus de 60 personnes vont mourir dans les affrontements, dont 27 membres des forces de sécurité et une trentaine de tueurs du cartel. Nous avons été impactés, mais ça ne nous arrêtera pas. Nous allons redoubler d'efforts. Le cartel est au-dessus de tout. C'est une énorme machine qui ne dépend pas d'une seule personne. À la tête de l'État, c'est une personne en revanche qui a changé la donne. Depuis son élection, le gouvernement de Claudia Sheinbaum, la nouvelle présidente du Mexique, affiche la lutte contre les cartels comme l'un de ses objectifs principaux. Y ayer se demostró una preparación muy importante de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces hay un trabajo coordinado que ha dado resultados y vamos a seguir dando resultados. Y la gente puede saber que estamos trabajando todos los días por su seguridad y por la paz y que hay gobierno y hay Estado mexicano. Nous avons sollicité la présidence et le ministère de l'Intérieur mexicain pour parler de leurs actions. Ils ont refusé. À 2000 km au nord du Michoacán, sur la frontière avec le Texas, le nœud le plus stratégique pour les trafics du cartel. Si le diable m'accorde une interview, j'irai jusqu'en enfer pour le rencontrer. C'est là que vit Luis Chaparro, sous une protection permanente. Depuis plus de 10 ans, ce journaliste indépendant enquête sur les liens entre politique et crime organisé.
Sa vie est menacée au gré de ces révélations. Ces voitures-là, noires, puissantes, rapides, c'est toujours inquiétant, parce que ce sont celles qu'utilisent les tueurs du cartel. D'ailleurs, je vois que mes gardes du corps sont tendus. Ils collent à ma voiture pour ne pas laisser d'espace entre nous. Bonjour. Chaque matin, du lundi au vendredi, Luis Chaparro prend l'antenne sur YouTube pour des centaines de milliers de spectateurs. Les informations qu'il diffuse quotidiennement sur les cartels, la frontière ou la corruption politique prouvent que le combat contre le crime organisé sera difficile à gagner. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pied des Notas. Je suis Luis Chaparro et nous sommes en direct. Aujourd'hui, nous parlerons des groupes criminels qui agissent avec l'accord et même sur les ordres des autorités. On a souvent en tête des gens armés qui portent un gilet tactique avec le nom de leur cartel ici. Mais ce n'est pas seulement ça, un cartel. Ceux-là s'occupent de la sécurité, ils protègent un territoire, certaines activités ou la personne qui est à la tête de l'organisation. Mais ce qui compose réellement un cartel, c'est par exemple l'avocat qui dit « Ils t'ont mis en prison, j'ai des contacts, je vais te faire sortir ». C'est aussi l'homme d'affaires. « Vous avez le liquide, laissez-moi 10% et je blanchirai votre argent, il ressortira propre ». Et puis le cartel, c'est aussi l'homme politique qui dit « Donne-moi du fric pour que je devienne maire et je t'offrirai les clés de la ville ». Ah, et au passage, élimine-moi 2 ou 3 ennemis politiques. Il y a aussi le criminel. Lui gère le transport de la drogue, l'exploitation forestière illégale, l'exploitation minière. Le cartel est composé de nombreuses personnes issues de ce que nous appelons les cols blancs. À 3 heures du lieu de notre rencontre avec le cartel Jalisco, Uruapan, 350 000 habitants. C'est l'une des cités les plus meurtrières du monde, devenue un symbole de ce qui se passe lorsqu'on tient tête au cartel. Ce jour-là, elle est quadrillée par les forces de l'ordre. C'est le Día del Niño, le jour des enfants. Grecia Quiroz Garcia n'était pas préparée à devenir maire d'Uruapan. Faites de la place, s'il vous plaît. Merci. Mais son mari s'était imposé comme le porte-voix de la lutte contre la mafia. Une personnalité devenue trop dérangeante. Le 1er novembre dernier, en pleine fête des morts, le maire Carlos Manso est assassiné en public. Les autorités désignent le cartel de Jalisco. Aujourd'hui, c'est l'un des premiers bains de foule de Grecia Quiroz Garcia depuis qu'elle est à la tête de la ville. Comment vont tous les enfants d'Uruapan? Vous devez profiter pleinement de cette étape de votre vie, la plus belle. J'aimerais redevenir une petite fille, ne pas avoir tous ces soucis. Et vous, les parents, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur moi, nous allons continuer à avancer malgré les difficultés. Je vous aime fort et mon mari, Carlos Manso, d'où il est, continuera à nous aimer et à prendre soin de nous. Je dois continuer à sortir dans la rue, être plus près des habitants. Les gens demandent une photo ou veulent échanger quelques mots et je dois leur accorder l'attention qu'ils méritent. Je pense que de toute façon, même avec tous les dispositifs de sécurité du monde, je ne suis pas à l'abri. Mais bon, je dois accepter ces protocoles pour ma sécurité et celle de mes enfants. À Uruapan, Carlos Manso est devenu un martyr. L'onde de choc de sa mort a rappelé, une fois de plus, que personne au Mexique n'était à l'abri de la violence des cartels. Le Michoacán est un État riche en ressources naturelles et agricoles. Au premier rang de celle-ci, son or vert, les avocats. Il en est le premier producteur et exportateur mondial. Le crime organisé ne se contente pas du trafic de drogue.
Depuis des années, il veut aussi mettre la main sur les terres, comme celle de la famille Orozco, des petits producteurs d'avocats. Voici mon mari Leonel Orozco Ortiz. Il a disparu le 3 juillet 2008. Lui, c'est mon fils Leonel Orozco Medina. Il était lycéen, il avait 17 ans. Il est également porté disparu et nous n'avons aucune nouvelle. Lui, c'est mon autre frère, José Iván Orozco Medina. Il a été victime d'une attaque armée par des paramilitaires en janvier 2019. Et malheureusement, il est décédé des suites de cette attaque en 2020. La tragédie de Laura Orozco et de sa mère dure depuis près de 20 ans. Pour s'emparer de leurs terres, les criminels, avec la complicité d'autorités locales, ont fait disparaître un à un tous les hommes de la famille, le père et les 3 frères. Ils comptent parmi les victimes d'une atrocité de masse au Mexique. Comme eux, plus de 130 000 personnes ont été enlevées et n'ont jamais été retrouvées, ni vivantes, ni mortes. Impossible pour leurs proches de faire leur deuil. Aujourd'hui, la grande maison familiale sonne vide. Mais malgré la peur, Laura et sa mère Maria refusent de quitter les lieux. Voici la salle à manger. Mon mari s'installait toujours ici, dans son fauteuil roulant. On dînait toujours ensemble, on restait attablés tous ensemble. On aimait s'amuser et rire. Nous avons toujours été très unis. Alors, malgré le temps qui passe, imaginer qu'il n'existe plus, c'est inconcevable. Et sincèrement, c'est très, très difficile. On ne peut pas vivre comme ça. Et qu'est-ce que vous craignez le plus aujourd'hui ? Que nos familles, nos enfants, nos neveux continuent à vivre dans cette horreur qu'est la disparition forcée. Et même qu'un jour, ils puissent eux aussi en être victimes. Au Mexique, un fléau permet plus que tout autre aux meurtres et aux disparitions forcées de persister. L'impunité. 95% des crimes ne seront jamais résolus. Pourtant, année après année, les forces de sécurité sont déployées toujours plus massivement à travers le pays, sans enrayer l'expansion continue du crime organisé. Aux portes du Texas, Ciudad Juárez est l'une des plus importantes villes frontières avec les États-Unis. Un fief pour les groupes criminels qui y règnent grâce à la corruption. L'un des policiers de la ville a accepté de se confier. Pourquoi est-ce important qu'on ne vous reconnaisse pas ? Il en va de ma sécurité pour ne pas subir de représailles. Il porte un nom très clair, c'est le crime organisé. Et il est parfaitement organisé, encore mieux que les autorités elles-mêmes. Ici, à Ciudad Juárez, on a envoyé la garde nationale, l'armée, la police de l'État. Mais la guerre contre le crime organisé ne pourra jamais se gagner, parce que tout se décide en haut lieu. Tant qu'existera la corruption, tant qu'ils auront les meilleures armes, les meilleurs véhicules, le meilleur équipement, on ne pourra jamais leur tenir tête. Quand vous dites « tout vient d'en haut », qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que tout est décidé au-dessus de nous, au sommet de la hiérarchie. Une fois, on a arrêté quelqu'un qui venait de commettre un meurtre et tout de suite, on a reçu un appel d'un chef. « Relâchez-le ». On a répondu « Mais c'est le coupable ». Relâchez-le tout de suite et n'oubliez pas de lui rendre son arme. Tout ça sans aucune explication. Et sous les yeux de l'assassin. Et qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette situation ? De l'impuissance et de la colère. C'est une humiliation. Les cartels sont toujours plus forts grâce à leur pouvoir économique.
Ils achètent tout le monde. Ils ont les moyens d'améliorer les conditions de vie de beaucoup de gens. Le Mexique souffre clairement d'un cancer. C'est le cancer des cartels et il est métastasé. El Mencho a été tué, mais le cartel de Jalisco continue à fonctionner parfaitement. Contrebande, extorsion, trafic d'arbres et mines illégales, tout continue comme si de rien n'était. Ça, c'est la Minimi. C'est une mitrailleuse. On s'en sert dans les opérations de choc. Et celle-ci, c'est pour stopper les véhicules blindés ennemis. C'est l'arme la plus puissante, un calibre 50. Les tueurs de Jalisco tiennent à nous montrer que leur organisation n'est pas affaiblie. Ils vont aussi, ce jour-là, nous annoncer le nom de leur nouveau parrain. El Mencho sera jamais notre patron, mais notre commandant est désormais le 03. Vous mentionnez le 03. Vous pouvez nous en dire plus sur lui? Il représente l'autorité et le pouvoir. On peut le dire, c'est la personne à qui nous obéissons. Il a un grand cœur pour tout son peuple. Et je le dis, attention à ceux qui défieront son pouvoir, car ils seront punis. Ceux qui franchissent cette ligne, nous les punirons de la plus sévère des manières. L'information est inédite. Jusque-là, l'identité de son nouveau chef suprême n'avait pas été confirmée par le cartel lui-même. Il y a quelque chose de très important concernant le 03. C'est qu'il est de nationalité américaine. Donc s'il devient le leader maximo du plus grand cartel mexicain, ce n'est plus un cartel mexicain, c'est une organisation transnationale du crime organisé. C'est un tournant dans l'histoire des cartels mexicains. La première fois que le plus gros d'entre eux est dirigé par un citoyen américain. Le 03, de son vrai nom Juan Carlos Valencia González, est le beau-fils d'El Mencho. Il est né et a en partie grandi dans la banlieue de Los Angeles, aux États-Unis. La mafia prend donc aussi racine de l'autre côté du mur. Au pied de celui-ci, en Arizona, les policiers américains ont des installations dernier cri, de surveillance comme de lutte contre le narcotrafic. Cette cocaïne provient d'une enquête en cours. Il s'agit essentiellement de drogues qui viennent du Mexique et qui arrivent directement à la frontière. Les gens aiment prendre de la cocaïne. Et tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des dealers. Les policiers font face à un nouveau phénomène. De plus en plus de citoyens américains prennent part au trafic. Des complices du crime organisé sans profil type. J'ai arrêté des gens venus du Texas. On vient de tout le pays pour trafiquer ici. J'ai arrêté un ado de 15 ans, mineur, pas de permis de conduire. J'ai eu des dames âgées de 60, 65 ans. Ces gens veulent juste se faire de l'argent, là, tout de suite. Le chef de ces agents, c'est le shérif Mark Daniels, un officier qui aime prouver sa fermeté aux caméras. Je suis sur la voie rapide près de l'école, c'est une Hyundai plaque Arkansas 705 VSE. Un supporter de Donald Trump en poste depuis 15 ans à la frontière. En patrouille, il vient de repérer une voiture qui lui paraît suspecte, en grand excès de vitesse, à 145 km/h au lieu de 100. Où habitez-vous? À Tucson. Qu'est-ce que vous faites aussi loin de chez vous? Je viens chercher une amie. Descendez et placez-vous derrière, là. Vous n'avez rien d'illégal sur vous? Non, juste mon téléphone. On voit tous les âges, tous les profils, et même des policiers. Je déteste l'admettre, c'est honteux pour notre métier, mais on voit vraiment de tout. Les cartels peuvent acheter des agents. Ils visent les personnes précaires qui sont vulnérables et qui voient là une opportunité et ne voient pas le reste du problème.
Ils corrompent la police locale, mais aussi au niveau de l'État, au niveau fédéral. Ils trouvent ceux qui n'ont pas d'éthique. C'est un problème américain. Quand vous avez des Américains qui se livrent à des activités criminelles avec un cartel, c'est un problème américain. Voici l'armurerie. On va aller voir. C'est vide, il n'y a plus rien. Le propriétaire de cette armurerie est accusé de complicité avec les narcos. Dans tous les États-Unis, il y a des armureries qui fournissent les cartels. Et honte à elle, honte à elle. C'est anti-américain, c'est de la trahison, une totale trahison. Ces derniers mois, plusieurs armureries ont été fermées en Arizona, accusées d'approvisionner les mafias mexicaines en armes. Le Mexique a officiellement demandé aux États-Unis de faire cesser ce trafic. Chaque année, des dizaines de milliers de meurtres sont causés par des armes acquises légalement aux États-Unis, puis passées illégalement sur le sol mexicain, où leur possession est bien plus strictement contrôlée. À Ciudad Juárez, nous sommes entrés en contact avec un acteur de ce trafic qui se fait du nord vers le sud. Il a accepté de nous parler après de longues hésitations. Pour lui, la menace vient autant des autorités que de ses concurrents sur ce marché juteux. Celle-ci, c'est surtout pour les braquages, pour les agressions, et elle se cache facilement. Tout ce que j'ai vient des États-Unis. J'ai mes contacts, des Américains qui les transportent jusqu'à El Paso, au Texas. Et de là, j'ai d'autres gens qui les font entrer au Mexique. Et quel type de personnes font ça? Des personnes complètement banales, presque que des femmes mexicaines qui ont des visas américains, ce qui fait qu'on ne leur pose pas de questions parce qu'elles traversent la frontière tous les jours. Une arme comme celle-ci coûte 600, 700 $ à El Paso. Et une fois à Juárez, je peux la revendre près du triple. Chaque mois, ce trafiquant achemine une dizaine d'armes de tout calibre vers le Mexique. Et après, vous savez qui utilise ces armes? Une fois que je les vends, ce n'est plus mon problème. Mais il s'agit généralement de personnes qui se livrent à des activités illégales. Sans armes, mais à force de courage. Laura Orozco et sa mère refusent toujours, malgré la peur et les menaces, d'abandonner leur champ d'avocat au cartel. Cette branche n'a pas besoin de soutien, il n'y a presque pas d'avocat dessus. Dans tout le Mexique, tout le monde connaît une famille qui a subi des souffrances similaires aux nôtres. Si on part ou si on se tait, les criminels imposeront leur version de l'histoire. Pour combattre le crime organisé, le gouvernement a choisi la force. Mais Laura, comme des millions d'autres au Mexique, connaissent trop bien la longue histoire de la guerre contre les cartels. Explosion du nombre d'homicides, déplacements forcés, disparitions massives. Depuis 20 ans, chaque fois que les autorités ont militarisé leur réponse face au crime organisé, ce sont les populations civiles qui en ont payé le prix.